On a beaucoup de chance aujourd'hui, puisqu'on enchaîne avec des superstars. Il y a très peu de gens finalement dans la wine tech avec lesquels on a envie de faire des selfies. Hier, on avait Annie Zakariensen, Greg et Monsieur Michel Chapoutier qui, avant même avoir commencé, avant même avoir parlé, déjà tout le monde voulait te prendre en photo et avoir son selfie avec toi. Je risque de te demander la même chose à la fin. Allons voir. Merci en tout cas d'être présent. C'est un vrai bonheur de te recevoir à la wine tech. On était ici en 2020 avec une table de tréteaux à côté des toilettes. On revient cette année avec 500 mètres carrés, 30 entreprises qui innovent, qui sont là, et des invités comme toi prestigieux qui viennent nous inspirer, nous partager leur vision du vin. J'ai des centaines de questions à te poser. J'ai demandé aux gens, mais qu'est-ce que vous voulez que je lui pose comme question? J'en ai reçu des centaines, donc je ne les poserai pas toutes parce qu'on n'aura pas le temps. Mais la première que j'ai envie de te poser, c'est comment aujourd'hui tu te présentes. Tout le monde te connaît, tout le monde connaît ton histoire, tout le monde aime tes vins, on te l'a encore dit des dizaines de fois. Comment aujourd'hui Michel Chapoutier présente Michel Chapoutier? Alors sur ma carte, il y a marqué Wine Grower, Winemaker and Wine Lover. Donc ça veut dire viticulteur, vinificateur et amoureux de vin. Et de bouffe aussi. Et surtout, oui. Et non, autrement, je partage ma vie entre les entreprises de notre groupe et puis le collectif. C'est-à-dire que, comme maintenant que j'ai les enfants qui sont rentrés, ils m'ont dit quand tu fais le collectif, tu nous embêtes moins dans l'entreprise, donc reste un peu plus sur le collectif à défendre les autres. Tu as racheté le domaine familial. Ouais. Tu l'as amené à un niveau, tu as créé un empire, une marque elle-même. Si, enfin, on peut dire les choses, on est entre nous. Et c'est très, très inspirant. Comment on fait sur ces années pour arriver aujourd'hui à cette taille critique, cette variété de vins? Est-ce que tu peux nous donner, alors le secret peut-être pas, mais comment toi tu t'y es pris? Je sais pas. Non, mais Les gens modestes. J'ai commencé. C'est énervant. Non, j'avais commencé en Californie et je travaillais chez Grace Family Vineyards. Je travaillais avec les Charley. Et ce qui était intéressant, c'était de voir que la Californie, je parle dans les années 80, hein, elle avait beaucoup d'avance au niveau énologique, pas forcément au niveau agronomique. Mais ils avaient des libertés législatives qu'on n'avait pas. Ils n'avaient pas les dérives malthusiennes qu'on pouvait avoir avec les autorisations de plantation et tout. Et à l'époque, quand j'étais revenu en France, je disais on est vraiment en danger parce que la puissance du marketing, dans une logique du marketing de la demande aux États-Unis, on va se faire passer sur la droite. Et à cette époque, déjà la gastronomie française souffrait. Et quand je suis arrivé, je dis finalement on a une chose d'avance sur les pays du Nouveau Monde, c'est qu'on a des terroirs. Qui ont porté de la vigne depuis plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. Et donc, on a un microbiote dans nos sols qui justifie l'expression de notion de terroir. Mais pour ça, il faut que les AOC ne soient pas une gimmick marketing, mais que ça soit vraiment une réalité scientifique. Que le terroir existe vraiment dans la bouteille. Voilà. Et donc, c'est comme ça, quand je suis arrivé, je ne m'entendais pas. Donc, je suis arrivé chez Chapoutier. Je trouvais, mais tous les vins avaient le même goût. Je disais, moi, je ne reste pas ici. Ton grand-père avait fondé la maison. Ah non, c'était plus ancien que ça. Plus ancien que ça. Alors, la maison Chapoutier, en vérité, c'est la maison Calvé. Calvé, qui est originaire de Tel-Hermitage. Et quand la famille Calvé a déménagé de Tel-Hermitage à Bordeaux, c'est la famille Rochette, puis Vogel-Guézang et Rochette. Puis après, c'est devenu la famille Chapoutier. Et toi, tu n'hérites pas, tu rachètes. Je rachète, ouais. Pourquoi? Parce que, dans un bon paysan, mon grand-père dit, si tu veux, tu auras des parts de réservation sur la succession. Je dis, mais ça ne m'intéresse pas d'aller payer des droits de succession sur mon boulot. La valeur que tu aurais créée. Voilà, donc je préfère m'endetter tout de suite sur la valeur de l'entreprise. Qui était basse à l'époque? Ouais, elle était très riche en dette. Elle l'est toujours, hein. L'entreprise est plus grosse, mais la dette aussi. Et donc, tu repars presque de zéro, du coup. Oui, mais en plus, c'est assez intéressant. Et c'est là qu'il fallait être calu, parce que il y a quand même des clients résiduels qui sont sur un style de vin. Et moi, je dis non, mais je vais vraiment faire des photos du terroir. Alors, je rappelle la définition du terroir, hein, puisqu'on a à l'INAO, avec Jean-Robert Pitt, on avait travaillé dessus il y a 20 ans. C'est la conjonction de 3 binômes. Le binôme sol, qui est pédologie-géologie. Le binôme
climat, qui est le microclimat et le millésime, et le binôme humain, qui est la tradition et le talent des acteurs d'aujourd'hui. C'est les 3 composants du terroir. C'est ça qui fait le terroir. C'est pas parce qu'il y a terre dans le terroir que c'est que le sol. Ça englobe vraiment 360 degrés, un peu comme les climats en Bourgogne qui, Ouais, à l'époque, on avait sont travaillé sur quelque chose de beaucoup plus large Voilà. que seul le sol. C'est super intéressant. Et donc, il fallait montrer, parce que je voyais en Californie, ils disaient non, mais bon, ça c'est des superstitions françaises, c'est le climat qui fait, la notion majoritaire, c'est le climat, basta. Et pareil, quand on parlait de levure indigène, c'est-à-dire que si on veut travailler, donc il fallait avoir une microbiologie des sols, parce que si on a un sol mort, eh ben, on va pas transférer l'expression pédologique que par télépathie. Donc il faut vraiment qu'il y ait un microbiote dans les vignes. Et puis après, si on arrive à avoir, partant d'un principe que on peut dire qu'un vin est une symphonie aromatique. Et j'aime bien comparer les levures indigènes aux instruments de musique de l'orchestre symphonique. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est que selon les minéraux qu'on va avoir dans notre raisin, parce que c'est intéressant quand on déguste chez nous des vins du même cépage, la même viticulture, même vinification, même climat, et on a des goûts différents lorsqu'on change le sol, c'est parce que le cocktail des levures indigènes change et chaque levure indigène a sa signature aromatique. C'est comme si on voulait changer le cocktail des instruments de musique dans un orchestre symphonique. Alors je comprends bien. Tu pars aux États-Unis, tu te rends compte de leur potentiel, tu analyses ce qu'on a en France, tu comprends cette définition du terroir Ouais. peut-être bien avant tout le monde, et donc tu décides de travailler en ce qui s'appelle aujourd'hui la biodynamie. Ouais. Et c'est une des recettes du début de Chapoutier, ta version, la version Michel. Mais quels sont les moments où ça a accéléré fortement pour arriver aujourd'hui à cette envie de selfie que les gens ont avec toi et ces vins qui sont légendaires? Est-ce qu'il y a eu des étapes, des accélérations? Le 100 points par cœur, c'est forcément quelque chose, c'est un des éclairages. Alors, mais est-ce que tu peux remonter un petit peu le temps, nous parler de ces moments où tu as pris des décisions et c'est parti dans un sens plutôt que dans l'autre, dans le bon sens en l'occurrence? Pour montrer, parce que bon, je suis très jeune à l'époque, j'ai 24 ans, pour montrer, d'abord il faut que je me convainque, pour que j'arrive à convaincre les autres. Et dans mon ressenti d'expression des terroirs, j'isole des parcelles qui sont ce qu'on a appelé des sélections parcellaires. Alors c'est très amusant parce qu'au début on était financièrement pendus. Hein. Et donc à ce moment-là, par exemple, on fait le pavillon. Et le pavillon, on avait trouvé sur le Compoint, cette parcelle, elle existait à l'époque de Louis XIV, donc on l'a redéfinie et on fait le pavillon. Et première décision, où je pense que j'ai gagné l'entreprise, je me rappelle, mon directeur général me dit, dis donc, on a un problème. On n'est pas sûr de payer les salaires à la fin du mois. Mais tu as eu 100 sur 100 sur Parker et de mémoire, il y a 2 cuves de pavillon. C'est-à-dire qu'il y a les 2 cuves de pavillon. Il dit, et on a les commandes sur 2 cuves. C'est-à-dire que j'avais fait 8000 bouteilles, mais on avait potentiellement 16 000 bouteilles. Mais pour moi, il y avait une nuance. Et là, je me dis, si je commence à me mentir, alors je réfléchis, frère, c'est vachement dur. Il dit, on va pas payer les salaires. Oui, 2 fois plus de vin, c'est une magique. théorie que je défends, mais si je fais pas le pavillon comme je l'ai défini, et je lui dis, écoute, je suis désolé, mais on abandonnera l'aventure, on ne paiera pas les salaires, on déposera le bilan. C'est courageux à ce moment-là de prendre cette décision. Tu peux te dire, je me tire une balle dans le pied. Et à ce moment-là, dans la semaine qui tombe, les commandes, boum, 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 qui tombent de partout. Pavillon 1, La Providence. pavillon 2. La Sainte Providence. Non, mais prise de risque. Ouais, mais après, c'est une question de ne pas se mentir. L'appellation d'origine contrôlée, elle avait été faite à l'origine plus par une logique sociale. Protéger le vigneron en protégeant le produit. Et puis on perdait ça, parce que de la logique sociale, on devenait sur une logique scientifique, c'est-à-dire qu'il y avait une vraie vérité scientifique. Il y avait des différences de vin qu'il fallait conserver, qu'il fallait protéger. Le gros problème qu'on a des fois, hein, c'est la perméabilité qu'on va parler entre les différents segments aujourd'hui. Ouais. Et donc, c'était dire, mais si je crée des sélections parcellaires sur lesquelles je donne des règles, et je me trahis moi-même pour des raisons financières sur ces règles-là, c'est que je suis condamné à mort. Tu n'as pas sacrifié le court terme au long terme. Ouais. La tentation de doubler tes volumes, c'est remarquable, parce qu'il y a un risque. Alors là, tu avais 24 ans, tu prends ce risque.
On a bien compris, hein, tu es allé chercher une inspiration. Ce que disait hier Heini Zachariasen, le fondateur de Vivino, c'est que l'innovation vient de dehors. Toi, tu l'as trouvé aussi aux États-Unis. On a vu tout à l'heure avec Greg qu'il l'a trouvé aussi dans le monde médical. Donc, tu es allé chercher cette inspiration. Tu t'es nourri de ce que tu as vu à l'étranger. Tu as compris comment tu pouvais magnifier les sols. Tu avais 24 ans. Maintenant, on est en 2024. Le monde a tourné, changé, je ne sais pas. Mais j'aimerais vraiment avoir ta vision aujourd'hui de qu'est-ce qu'il faut faire. Comment est-ce que tu vois les choses? Quelles recettes tu nous donnerais avec tout ce que tu as pu apprendre, toutes ces expériences? On connaît les bonnes, on connaît moins les mauvaises, c'est toujours comme ça. Alors, mais aujourd'hui, c'est quoi ta vision de ce que la viticulture devrait faire? D'abord, sur la maison Chapoutier, on est allé en Australie, on est allé... ce qui est intéressant, c'est que... par exemple, je disais souvent, le Roussillon est au Languedoc-Roussillon, parce que la vallée du Rhône-Nord est à la vallée du Rhône. Et donc, il y avait des chaos géologiques dans le Roussillon qui étaient extravagants, quelques-uns des plus beaux terroirs au monde. Donc, j'ai voulu aller dans le Roussillon. Puis après, on est allé à... Je me rappelle d'ailleurs la première fois qu'on a acheté une parcelle à Banyuls. À l'époque, c'était 25 000 francs, mais ça faisait beaucoup, 25 000 francs. Et j'étais avec mon directeur technique, on était dans la voiture. On écoutait, j'avais mon mini-cassette dans la voiture, et on écoutait Brel. Et dans Jojo de Brel, il y a « Et le monde se meurt par manque d'imprudence ». Je lui dis, on s'arrête. On confirme qu'on achète. On n'hésite plus. C'est Brel qui a décidé. C'était le message. C'est comme ça qu'on a acheté le produit. Après, on voulait faire un peu de recherche. On a dit, on va acheter dans l'origine de la Syrah. Donc, les premières Syrahs qui sont parties de l'Ermitage. Il y en a qui sont allés en Californie, mais il y en a qui sont allés en Australie. Et en plus, l'épigénétique a fait qu'elles ont évolué. Donc, on va aller investir en Australie. Puis après, on a investi un peu au Portugal, en Espagne. Aujourd'hui, je dirais 30 ans après, j'ai des fois un petit peu l'impression de vivre l'histoire de Coelho dans L'Alchimiste. Donc pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est ce berger qui fait un rêve et on lui dit va rechercher le trésor et puis il fait le tour du monde et puis à la fin, il se rend compte que le trésor était sous ses pieds, à l'endroit où il a fait le rêve. Et à force d'être allé un petit peu de partout, bon, c'est bien d'aller dans des... L'Australie, je me suis régalé, mais on avait des sols qui n'ont pas 1000 ans de microbiologie pour la vigne. Donc, on va travailler, mais on n'aura jamais cette complexité qu'on va trouver sur l'histoire géologique et pédologique. Et puis, quand je suis revenu dans la vallée du Rhône, je dis, mais attends, depuis le phylloxéra, les plus beaux terroirs ont été abandonnés parce qu'ils étaient trop pentus, etc. Si je prends juste le nord de la vallée du Rhône, les plus belles terres de Saint-Joseph et de Croix ne sont pas encore plantées. Et on a dit, je me reconcentre. Donc c'est la première chose, c'est dit, je reviens un peu chez moi, en ayant fait le tour un peu à la Coelho, quoi. Après, ce qui était intéressant, c'était d'aller s'amuser avec des 100 sur... Je crois qu'on est la maison qui a eu le plus de 100 sur 100 par Robert Parker. Et Waouh. Ouais, mais aujourd'hui, des fois, je dis, il y a un tel snobisme dans le vin, et quand on va travailler que dans les hauts de gamme, il y a des gens, le vin est en échec quand on entend, j'aime bien le vin, mais je m'y connais pas. Alors généralement, je dis, mais on n'a pas besoin d'être gynécologue pour faire l'amour, donc on n'a pas besoin d'être œnologue pour déguster les vins. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on s'est ghettoisé dans un snobisme suicidaire. Et donc, à chaque fois, moi je me rappelle, hein, qu'avec ma femme, on voulait se faire des bonnes bouteilles. Au début, on n'avait pas beaucoup de sous. Dans les premiers prix, des fois, on se faisait mal. Hein. Et je disais, finalement, le devoir, comme les restaurateurs étoilés Michelin, ils avaient toujours des bistrots pour rendre cette accessibilité. Aujourd'hui, il y a un vrai problème. Il faut dire, on a besoin aussi de vin de chouille. On doit démocratiser le vin. Tu vois, par exemple, on lance ce qu'on appelle notre rouge clair, finalement, qui est un claret. Hein, mais où on s'amuse à déguster le vin en mettant des glaçons dedans. Sacrilège, certains diraient. Mais non. Ce qui tue le vin. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une déconsommation des vins rouges? Non. Non, il y a une déconsommation des vins chauds. La génération... Pas de dogmatisme. Non, mais aujourd'hui, les gens boivent, toutes les boissons sortent du frigo. L'énophile qui achète des crus, il va préparer à température, mais d'où vient le terme chambré? J'ai beaucoup travaillé avec les sommeliers. Avant les AOC, on qualifiait la qualité d'un produit par son degré alcoolique. Et d'ailleurs, il faut savoir,
pourquoi pendant très longtemps la viticulture était le secteur agricole qui réussissait le mieux? Parce que c'était le premier secteur agricole qui avait fait la différence entre quantité et qualité. Si je faisais un 12 degrés, j'étais mieux rémunéré. C'était plus difficile dans le blé ou dans l'abricot. Et donc, c'est tellement devenu dans l'inconscient collectif que quand on chambrait le vin, parce que des fois, il y en a dit oui, mais les châteaux étaient plus frais. Non, 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 les mecs, ils mettaient à côté de la cheminée. Et si, mettons, à Bordeaux, on avait été plutôt une belle maturité à 12,5 d'alcool, alors qu'on avait plus dans d'autres régions, eh ben, il fallait compenser en servant un petit peu plus chaud parce qu'on dilatait l'alcool. Et donc, on ne met pas un rouge dans la glace, on ne met pas d'eau dans le vin. Parce que si l'indice qualité est le pourcentage d'alcool, on détruit l'indice qualité. Et c'est vraiment dans l'inconscient collectif. Et ce qui était intéressant, c'est de dire, il faut... Allez, moi, quand je faisais les foins dans le Vercors, on buvait, on se coupait la soif avec du vin et de l'eau. Donc... un rosé fait maison. Donc, oui, mais même le rouge, parce que le rosé a marché, parce que les gens ont dit, j'ai pas de complexe avec le rosé en glace. Alors, mets tel vin ou tel vin. Quand les gens ils disent, il y a une déconsommation, ok, les pinots noirs d'Alsace, on sait déjà les mettre en glace. oui. Vous allez voir les Alsaciens, ils disent quoi les Alsaciens? On n'a pas assez de pinot noir. Et oui. Vous allez voir les rouges de Loire, ils savent les mettre en glace? Bien sûr. Ils n'ont pas assez de rouge. Donc, il n'y a pas un problème de déconsommation, c'est-à-dire qu'il y a un snobisme qui fait peur. Alors après, c'est vrai qu'il y a des cépages rouges que lorsqu'on va mettre en glace, on va durcir. Ça veut dire qu'il faut travailler les vinifications. J'essaye de défendre, moi, ces appellations régionales, comme le Bordeaux générique, le régional, les Languedoc. Si on avait pu faire un Claret de France, imagine, on fait un Claret de France, le Claret de Bordeaux, le Claret de Languedoc, le Claret des Côtes-du-Rhône, et on lançait une opération mondiale en faisant la publicité des Clarets de France, on lançait ce rouge léger. C'est pareil, il faut qu'on se désenclave. Le principe des appellations d'origine contrôlée, on a fait l'administration. Quand on est dans l'administration, on a fait des segments qui ne correspondent pas aux segments du marketing. Les segments du marketing sont des segments tarifaires. Donc quand je fais un AOP ou un IGP au même prix, voire moins cher qu'un vin sans IG, ou un vin de France, il y a une problématique. On a vendu dans la logique des AOC des principes en disant je vais prendre les légendes et je vais dire voilà, tu veux une part de cette légende? Tu feras partie du club Romanée-Conti avec ton appellation régionale. Mais en faisant ça, des fois on a enfermé les vins et lorsqu'on a dit il faut être réactif à la demande du marché, eh ben, le cahier des charges fait qu'on ne peut pas. Les nolos, les vins désalcoolisés partiellement ou totalement. J'allais y venir. Mais oui, mais alors, la bière, elle a 20 ans d'avance. Moi, je me rappelle, la tourtelle, c'était dégueulasse, mais aujourd'hui, hein, pourquoi une femme enceinte ne peut boire que de la bière désalcoolisée et pas du vin désalcoolisé? Alors c'est vrai qu'on a du retard, il faut qu'on fasse le cracking, il faut qu'on travaille. Mais déjà, le faire des vins, le principe du vin partiellement désalcoolisé, c'est-à-dire à moitié, je divise par deux, je vous fais le pari que dans moins de 5 ans, la moitié des vins servis à midi dans les restaurants seront des vins partiellement désalcoolisés. Ça fait 2 ans qu'on en parle, ça fait 2 ans que dans les dogmes du principe gardien du temple de l'appellation, on n'ose pas passer le pas. Il y en a qui disent, mais vous n'allez pas faire sacrilège. Attendez, mais comment vous allez parler de tradition, de sacrilège, à des gens que vous n'êtes même pas capable de rémunérer et qui crèvent la faim? Donc on ne peut pas passer à côté des segments. Vous allez dire que l'appellation d'origine contrôlée régionale, elle doit être sacrifiée, ne pas laisser faire ces nouveaux segments. Alors payez les gens correctement. Mais le vrai problème, il est là. Surtout que le consommateur attend ces vins-là. Il demande, il boit ces vins-là, comme tu disais, il les sort de son frigo. Bah oui, donc, les rouges, à nous, ouais. on a notre responsabilité de vigneron d'offrir ce genre de produit, de les tester. Il faut oser. Alors, ce qui est très amusant, par exemple, tous les gens pendant qu'on parle et qu'on n'a pas pu faire nos clarets régionaux, les Italiens, ils nous ont doublé sur la droite et ils sont en train de prendre des parts de marché qui nous filent entre les doigts. Ils sont très souvent, Italiens et Espagnols, plus réactifs que nous et plus pragmatiques. Et on se retrouve aujourd'hui à faire des essais. Et ce qui est très amusant, on sort tous des produits à 12,5. Pourquoi? Parce que quand on descend sous 12,5, ça manque. Quelque chose qui manque. Vous savez, c'est comme quand on va manger du pain sans sel. Tout le monde dit, tu as trop de cholestérol, prends du pain sans sel. Ça gratte quand même. Hein. Et
Donc quand on va goûter, on dit à 11,5, oh non, on décroche trop, on va pas oser. Alors c'est pour ça, c'est comme ça que nous, on s'est amusé. On a dit non, on va rester à 12,5. Mais on va dire aux gens, mets de la glace. Et tu mets la glace et tu dilues petit à petit. Et au bout d'un moment que la glace, elle fond, on dilue le degré alcoolique. Et petit à petit, on descend. Et on descend 11,5, 9, 8. Et après, on est sur un rouge piscine. Mais on n'a pas ce décrochage. Et c'est ça. Et ça, pourquoi on laisserait, nous, le pays d'origine du vin, bon, allez, pas nous seulement, hein, la vieille Europe, et pourquoi nous, on laisserait ça, les parts de marché, à nos concurrents? Mais c'est passionnant ce que tu dis, on pourrait t'écouter des heures. Malheureusement, le temps tourne. Ici, on est à la Wine Tech, on a des entrepreneurs qui proposent des choses totalement disruptives, comme tu dis. Hein. Donc, le Nolo, ils sont là, ils sont sur notre stand. Et c'est la prochaine conférence, c'est sur le Nolo, justement. J'aimerais t'entendre sur une dernière chose, si tu peux encore nous donner 5 minutes de ton temps. Tes étiquettes, tu les as beaucoup travaillées, elles sont en braille. J'ai cru comprendre que la capsule, maintenant, la capsule qui était sur le bouchon, allait disparaître. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, il y a deux choses. Hein. Le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas dans une logique RSE. La logique carbone de la capsule en aluminium est désastreuse. Je ne vois pas, en plus, quand on voit comme les capsuliers sont comportés pendant le Covid, je ne vois pas pourquoi on leur ferait des cadeaux. Hein. Je suis d'accord. Je mets à disposition de tous les vignerons les essais qu'on a fait. Nous, on appelle ça la bandule. Hein. Ça vient de bandelettes, des capsules. Hein. Voilà, la bandule, on appelait ça. Et donc, en plus, la machine qui les pose, elle n'est pas chère. Et en plus, on est RSE. Dans la même logique. Alors, pour le moment, on va mettre les capsules congé. Mais le congé sur les bouteilles, quand je vois... Ben oui, parce que le congé, ça permet aussi à certaines organisations syndicales d'avoir des revenus complémentaires qui sont supérieurs aux cotisations. Ils n'ont qu'à augmenter les cotisations, mais qu'on arrête d'obliger les gens à mettre des capsules congé, alors que la bière a déjà réglé ce problème-là. Et nous, on a 20 ans de retard simplement pour faire plaisir aux comptes de certaines associations qui n'osent pas demander une augmentation de cotisation. Quand tu vois, par exemple, qu'on va rendre la jupe obligatoire en Champagne simplement pour permettre le syndicat des vignerons d'avoir le revenu complémentaire de la redistribution de la capsule, je trouve que c'est... Bon, je fais un raccourci, mais ça me choque un peu. C'est à l'encontre de l'histoire. Et oui. Et le meilleur déchet est un déchet qui n'existe pas. On pourrait presque terminer là-dessus. Je suis désolé, je vais devoir te couper parce que je sais que tu as un train à prendre et que... Je vois que Bruno n'est pas tout à fait d'accord. Je te choque, Bruno. On pourrait avoir débat. On n'aura pas de temps pour une question de l'Assemblée, mais ce que je vous demande par contre, c'est d'applaudir, de remercier chaleureusement M. Michel Chapoutier pour cette inspiration.